All right, oui, vous l'avez. The International Criminal Court is now in session. Lord Joint Court Panel International to it. Please be seated. Veuillez-vous asseoir. Good afternoon, everyone. Le juge Chang, bonjour à tous. Madame la greffière d'audience, veuillez appeler l'affaire, s'il vous plaît. Greffière d'audience, bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Il s'agit de la situation en République démocratique du Congo en l'affaire le procureur contre Bosco Taganda. Référence de l'affaire ICC 0104 0206. Nous sommes en audience publique. Le juge Chang, merci beaucoup, Madame la greffière d'audience. Je souhaite la bienvenue à tous à cette audience. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue à M. Bosco Taganda ainsi qu'à son conseil, Maître Stéphane Bougon et Maître Kate Gibson, qui nous suivent aujourd'hui à distance, comme indiqué à l'ordonnance portant calendrier. Je voudrais également remercier le personnel du greffe d'avoir organisé leur présence par liaison vidéo. Je remercie tous ceux et celles qui ont coopéré avec nous pour assurer le bon déroulé de la procédure en l'espèce. Je voudrais maintenant demander aux représentants légaux des victimes, à l'équipe de la défense de M. Taganda, ainsi qu'aux représentants de la section de participation des victimes et des réparations et du greffe, du bureau du procureur et du fonds profit des victimes, de bien vouloir se présenter ainsi que leurs équipes aux fins du compte rendu. Je commence par les représentants légaux des victimes. Merci, Monsieur le Président. Les anciens enfants soldats sont représentés par Caroline Walter et par moi-même, Sarah Pellet, conseil au bureau du Conseil public pour les victimes. Good afternoon. Maître Soupoun, bonjour Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Les enfants victimes des attaques sont représentés par moi-même, Dimitro Soupoun, du bureau du Conseil public pour les victimes. La défense, bonjour Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Comme vous l'avez indiqué, Monsieur Bosco Taganda nous suit à distance par liaison vidéo aujourd'hui. Il est représenté par le conseil principal, Maître Stéphane Bougon, qui comparait depuis Québec à distance également. Et son co-conseil, Maître Kate Gibson, qui est en Suisse et qui nous suit à distance. Dans la salle d'audience, nous avons aujourd'hui avec nous Monsieur Benjamin William et moi-même, assistant juridique. Le Président, je vous remercie. La section des victimes et de participation des victimes et des réparations. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. La section VPRS, comparaison devant vous aujourd'hui au nom du greffe, est composée de l'équipe suivante, Raphaël Gomez et moi-même, Philippe Ambach. Le Président, merci. Monsieur, Madame les juges, mon nom est Marion Rabani, je représente le procureur aujourd'hui. Thank you. Trust. Le juge président, merci. Le fonds profit des victimes, s'il vous plaît. Madame Verdusco, merci. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Je suis Debra Ruiz-Verduso. Je suis directrice exécutive des fonds profit des victimes. Je suis accompagnée de l'équipe juridique composée par Francisca Ekelmaz, Michel Gagliardini et Nicole Richter-Stark. Merci, Monsieur le Président. Le Président, je vous remercie. Sont également présents à cette audience aujourd'hui les juges de la Chambre de première instance 2. Je suis le juge Chang-Ho Chang, président de la Chambre. À ma droite se trouve le juge Peter Kovac et à ma gauche se trouve la juge Maria del Socorro Flores Liera. Nous sommes accompagnés par les membres de notre équipe juridique, nos collaborateurs. Nous nous réunissons aujourd'hui afin que la Chambre puisse prononcer un additif à l'ordonnance de réparation rendue le 8 mars 2021. Ordonnance qui a été partiellement réformée par l'arrêt de la Chambre d'appel du 12 septembre 2022. Comme prévu par la règle 144.1 du règlement, la Chambre prononce aujourd'hui le résumé public de ses principales constatations et conclusions en présence de la personne condamnée, de l'équipe de la défense, des représentants légaux des victimes, ainsi que du bureau du procureur. La Chambre souligne que seule
fait foi la version écrite du présent additif à l'ordonnance de réparation, version qui a été déposée juste avant le début de cette audience et qui sera notifiée peu de temps après. Introduction. Je vais commencer aujourd'hui en rappelant que la Chambre d'appel a renvoyé la question devant la Chambre, après avoir partiellement infirmé l'ordonnance de réparation, au motif que la Chambre de première instance 6, premièrement, n'a tiré aucune conclusion utile en ce qui concerne le nombre de victimes pouvant bénéficier de réparation ou méritant de telles réparations, et ou n'a pas motivé sa décision au regard de sa conclusion sur ce nombre. Deuxièmement, elle n'a pas fourni de calcul approprié, ni énoncé de raisonnement suffisant pour justifier l'indemnisation mise à la charge de M. Taganda. Troisièmement, n'a pas évalué les demandes en réparation des victimes, ni ne s'est prononcé à leur égard. Quatrièmement, n'a pas énoncé les paramètres les plus fondamentaux d'une procédure pour permettre au fonds au profit des victimes de procéder à une évaluation de l'admissibilité. Et, cinquièmement, n'a pas fourni de précisions relatives au concept de préjudice générationnel, ni exposé les éléments de preuve l'ayant conduite à conclure l'existence d'un tel préjudice. B. À l'évaluation de dommages subis par le centre de santé de Sayo et aux interruptions de la chaîne de causalité lors de l'établissement du préjudice causé par la destruction de ce centre de santé. Et, petit c, à la présomption de préjudice physique pour les victimes des attaques. Ainsi, la Chambre considère que le présent additif fait partie intégrante de l'ordonnance de réparation et qu'il doit être lu en conséquence, être lu conjointement avec celle-ci et être entendu comme complétant et remplaçant les seules parties susmentionnées de la dite ordonnance de réparation qui seront développées plus bas. La Chambre note que toutes les parties auront de nouveau le droit d'interjeter appel du présent additif qui fait partie intégrante de l'ordonnance de réparation, directement auprès de la Chambre d'appel, et ce en application des règles 150 à 153 du règlement. La Chambre souligne que l'ampleur et la portée de la procédure en réparation devant la CPI est limitée par les termes de la condamnation. Afin de mieux illustrer ces conclusions, et étayer le processus d'admissibilité, la Chambre a énoncé à l'annexe 1 de l'additif la portée de la condamnation eu égard aux victimes des attaques. 2. Analyse. La Chambre résumera à présent ses conclusions relatives aux questions faisant l'objet du renvoi. A. Exemple représentatif de dossier de victimes et de la procédure à suivre pour l'évaluation de l'admissibilité des victimes au stade de mise en œuvre des réparations. La Chambre a réuni un nombre représentatif de dossiers de victimes et s'est prononcée sur 171 victimes, dont A. Toutes les victimes jugées jusqu'ici méritant de bénéficier au titre du premier projet de mise en œuvre du fonds au profit des victimes, et B. Un groupe choisi au hasard parmi les victimes participantes et connues de la Cour, soit 5% des victimes des attaques et 5% des victimes des crimes commis contre des enfants soldats. La Chambre a estimé que cet échantillon était suffisamment représentatif de l'ensemble des victimes pouvant bénéficier de réparations en l'espèce au regard du genre, de l'âge, du préjudice allégué, des crimes et des lieux. Comme indiqué dans l'additif, en statuant sur l'échantillon et en tenant compte des observations des parties ainsi que d'informations supplémentaires, la Chambre a tiré des conclusions qui lui ont permis d'établir des paramètres aux fins de l'évaluation de l'admissibilité à l'avenir
au stade de la mise en œuvre des réparations. Pour être admissibles à des réparations, les victimes doivent produire des preuves suffisantes de leur identité, du préjudice subi et du lien de causalité entre le crime et le préjudice. La Chambre retient la norme de l'hypothèse la plus probable comme norme d'administration de la preuve au stade des réparations et la norme n'eût été la commission du crime comme norme applicable au lien de causalité. Il est nécessaire d'établir que le crime était la cause directe du préjudice subi, ce qui implique de déterminer s'il était raisonnablement prévisible que les actes et le comportement sous-tendant la condamnation engendreraient le préjudice qui en a résulté. La Chambre développe les paramètres spécifiques à satisfaire dans son additif. Ayant analysé l'échantillon sur la base des critères précisés dans l'additif et comme énoncé à l'annexe 2, la Chambre a conclu ce qui suit, que 132 des 171 victimes retenues aux fins de l'échantillon ont établi, selon l'hypothèse la plus probable, qu'elles peuvent prétendre à la qualité de victimes directes ou indirectes des crimes pour lesquels M. Taganda a été condamné et, en conséquence, elles méritent de bénéficier des réparations octroyées en l'espèce. Que 10 des 132 victimes susmentionnées ont été jugées admissibles à titre provisoire. Ces victimes pourront donc bénéficier des réparations au stade de la mise en œuvre, à condition de produire les informations manquantes comme indiqué à l'annexe 2, et que 39 des 171 victimes retenues aux fins de l'échantillonnage n'ont pas démontré, selon l'hypothèse la plus probable, qu'elles sont victimes directes ou indirectes des crimes pour lesquels M. Ntaganda a été condamné. Elles ne pourront donc pas bénéficier des réparations en l'espèce. En ce qui concerne les 67 victimes retenues aux fins de l'échantillon, qui bénéficient du premier projet de mise en œuvre des réparations et qui sont prises en compte dans le nombre total susmentionné, la Chambre a conclu que 59 victimes ont démontré qu'elles sont admissibles. 4 victimes qu'elles sont admissibles à titre provisoire et 4 victimes n'ont pas satisfait aux critères d'admissibilité. Toutefois, toutes les victimes qui n'ont pas établi leur admissibilité auront la possibilité de compléter leur dossier et de préciser leur récit au stade de la mise en œuvre. B. Question relative au préjudice transgénérationnel. À la lumière des constatations et conclusions de la Chambre d'appel, la Chambre a explicité son raisonnement eu égard au concept de préjudice transgénérationnel et aux éléments de preuve permettant de conclure à l'existence d'un tel préjudice. Premièrement, la Chambre a conclu que les experts de disciplines différentes s'accordent sur l'existence de ce phénomène qu'est le préjudice transgénérationnel. Cette conclusion intervient après une évaluation de la jurisprudence de la Cour, de la littérature scientifique et universitaire invoquée par les parties et les participants, et elle est également fondée sur le témoignage d'autres experts ayant déposé devant d'autres chambres de cette Cour, ainsi que sur les décisions rendues par d'autres juridictions internationales. La Chambre a également examiné les différentes théories et le débat actuel au sein de la communauté scientifique sur la manière dont se transmet le préjudice transgénérationnel, ce qui, de l'avis de la Chambre, ne fait que renforcer l'existence d'un tel phénomène. S'agissant des éléments de preuve permettant de conclure à l'existence d'un préjudice transgénérationnel, la Chambre a indiqué que l'enfant d'une victime directe qui dit avoir subi un préjudice transgénérationnel devra en principe démontrer les éléments suivants. Premièrement,
qu'une victime directe a subi un préjudice résultant d'un crime pour lequel M. Ntaganda a été condamné. Deuxièmement, que l'enfant de la victime directe a aussi subi un préjudice. Troisièmement, que le préjudice subi par l'enfant est la conséquence du préjudice subi par la victime directe. Preuve du lien de causalité et enfin, quatrièmement, le lien parent-enfant. En ce qui concerne les éléments requis pour prouver les éléments susmentionnés, la Chambre considère que les mêmes éléments de preuve applicables pour prouver l'identité, le préjudice subi et le lien causal entre le crime et le préjudice, comme c'est le cas pour les autres victimes en l'espèce, s'appliquent aux victimes prétendant à la qualité de ou qui disent avoir subi un préjudice transgénérationnel. La Chambre offre des instructions supplémentaires détaillées s'agissant de chacun de ces 4 points dans son additif, en précisant que bien que qu'aucune présomption de l'existence d'un préjudice transgénérationnel ne s'applique, les présomptions factuelles générales établies dans l'ordonnance de réparation, pour autant qu'elles ne soient pas affectées par l'arrêt de la Chambre d'appel, sont toujours d'application. La Chambre réitère également qu'il est justifié d'octroyer des réparations pour préjudice transgénérationnel en l'espèce et que M. Ntaganda devrait être tenu de réparer ce type de préjudice dans le contexte précis des crimes pour lesquels il a été condamné. Toutefois, l'impact du conflit armé prolongé en RDC est une question de preuve qu'il conviendra trancher au cas par cas dans le cadre de l'évaluation de l'admissibilité. Enfin, la Chambre a conclu qu'il est essentiel de reconnaître l'existence du phénomène de préjudice transgénérationnel et la souffrance personnelle que les enfants de victimes d'atrocités inimaginables ont également pu subir. De l'avis de la Chambre, cette approche est d'autant plus justifiée lorsque l'on tient compte du principe fondamental de l'intérêt supérieur de l'enfant, principe qui devrait guider les décisions en matière de réparation ayant trait aux enfants, tout en veillant à respecter les droits de la personne condamnée pleinement. Ces questions relatives au centre de santé de Sayo. La Chambre a fait remarquer dans un premier temps que, au fin de la condamnation et de la fixation de la peine, la nature des crimes de l'attaque contre des objets protégés, qui est un crime relatif au comportement plutôt qu'un crime relatif aux conséquences, n'exige pas d'elle de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, qu'un préjudice a effectivement été infligé en conséquence de la commission du crime. Toutefois, au stade des réparations, la Chambre peut conclure à l'existence d'un préjudice subi selon l'hypothèse la plus probable. La Chambre a conclu donc que le préjudice engendré par l'attaque contre le centre de santé de Sayo a effectivement été démontré et que les victimes comprennent premièrement le centre de santé de Sayo en tant que personne morale, deuxièmement des victimes à titre individuel, notamment les patients qui recevaient des soins continus à l'hôpital ou des soins ambulatoires à l'époque de l'attaque, le personnel du centre de santé et les victimes indirectes de ces attaques. Et troisièmement, la communauté de Sayo et ses environs dans l'ensemble. La Chambre expose davantage ses constatations et ses conclusions quant au type de préjudice causé à chacune des victimes. La Chambre est persuadée que la norme relative au lien de causalité a été satisfaite selon l'hypothèse les plus probables, soulignant donc la responsabilité de M. Ntaganda s'agissant de ce crime et les conséquences directes des crimes pour lesquels il a été condamné. Enfin, la Chambre précise son raisonnement lorsqu'elle a déterminé l'indemnité totale
qui incombe à M. Ntaganda, à savoir 130 000 dollars US. La Chambre a conclu que cette estimation était l'indicateur le plus approprié en l'espèce pour procéder à une évaluation efficace et pour quantifier, dans la mesure du possible, le préjudice causé par l'attaque contre le centre de santé et pour la communauté dans son ensemble, surtout pour ce qui concerne le préjudice moral. D. Présomption de préjudice physique pour les victimes des attaques. À la lumière des conclusions de la Chambre d'appel, la Chambre a fourni des justifications et expliqué son raisonnement concernant la portée du concept de préjudice physique et son évaluation de l'information relative au préjudice physique subi par les victimes des différents crimes commis pendant les attaques. La Chambre a d'abord noté que, de son avis, la jurisprudence et le cadre juridique de la Cour ne limitent pas le concept de préjudice physique au fait d'infliger des blessures ou des lésions corporelles ou physiques. En effet, le concept est beaucoup plus large quant à sa portée, en ceci que on tient compte de la douleur, de la souffrance, de blessures qui ne sont pas causées par des lésions corporelles et que ce type de souffrance peut constituer un préjudice physique. Ayant évalué les informations disponibles dans le cadre de cette procédure, s'agissant du préjudice physique subi par les victimes des différents crimes commis lors des attaques, la Chambre a conclu qu'il n'est pas possible de conclure à l'existence d'une présomption de préjudice physique s'agissant du chef d'accusation numéro 11, pillage, du chef numéro 18, destruction de biens, du chef numéro 3, attaque contre des civils, et du chef numéro 17, attaque contre des objets protégés. Cependant, en rappelant les conditions pénibles que les victimes de transferts forcés et de déplacement ainsi que de persécutions ont subies du fait des actes sous-jacents et sous-tendant le transfert forcé et le déplacement, la Chambre a retenu donc la notion de présomption de préjudice physique s'agissant de toutes les victimes des chefs 12 et 13, à savoir transfert forcé et déplacement, et du chef numéro 10, persécution. Enfin, s'agissant de toutes les autres victimes des attaques qui ont pu subir un préjudice physique et qui échappent au champ d'application de la présomption, la Chambre rappelle que le préjudice peut être établi en démontrant l'existence de préjudice physique et en établissant le lien causal entre le préjudice et les crimes pour lesquels M. Ntaganda a été condamné. E. Nombre de victimes pouvant bénéficier de réparation. À la lumière des questions faisant l'objet du renvoi, la Chambre a fourni des conclusions raisonnées quant au nombre estimatif de personnes pouvant bénéficier de réparation sur la base des observations qui ont été formulées tout au long de la procédure en réparation, les informations disponibles et les éléments de preuve figurant au dossier de l'affaire, ainsi que des conclusions qui auraient pu être tirées de l'analyse de l'échantillon. En ce qui concerne les victimes, enfants soldats, victimes directes et indirectes, selon les termes de la condamnation et de la fixation de la peine, la Chambre note que les groupes de victimes comprennent, premièrement, des victimes directes et indirectes établies dans les deux affaires, Ntaganda et Lubanga. 2. Les victimes des crimes commis par M. Ntaganda uniquement. Petit a, les enfants soldats qui ont été victimes dans le cadre du cadre temporel de l'affaire Ntaganda uniquement et qui échappent donc au cadre temporel de l'affaire Lubanga. Petit b, les enfants soldats qui sont également victimes de crimes sexuels et liés au genre et les enfants nés à la suite d'un viol ou de la réduction en esclavage sexuel. Petit c, victimes indirectes de tous les crimes susmentionnés. Pour ce qui concerne la première catégorie des victimes directes et indirectes qui se chevauchent entre les affaires Ntaganda et Lubanga, la Chambre note que le nombre final de bénéficiaires jugés admissibles dans l'affaire Lubanga
est au nombre de 2476 victimes directes et indirectes. 2476. Ayant évalué les observations et les informations mises à sa disposition, et après avoir interprété les incertitudes à la faveur de la personne condamnée, la Chambre a conclu que la probabilité d'ajouter des victimes, donc Lubanga Ntaganda, et dans le cadre de l'affaire Ntaganda et les victimes enfants-soldats, dépasse le cadre temporel de l'affaire Lubanga et que les victimes indirectes se présentant dans l'affaire Ntaganda seraient limitées à des cas exceptionnels. En ce qui concerne les enfants soldats qui ont été victimes de violences sexuelles et sexistes et les victimes indirectes, la Chambre s'est reposée sur les résultats de l'échantillon qui indiquent que, premièrement, environ 18,2% du nombre total de victimes jugées admissibles peuvent avoir la qualité de victimes de violences sexistes et sexospécifiques et de environ 20,5% du nombre total de victimes ont été déclarées comme ayant la qualité de victimes indirectes. En ce qui concerne Compte tenu de ces valeurs connues, la Chambre était en mesure d'estimer que le nombre potentiel d'enfants victimes est de 451 personnes supplémentaires, 18,2% de 2476. Et petit i, le nombre de leurs victimes indirectes s'élèverait à environ 92 personnes supplémentaires, à savoir 20,5% de 451. À la lumière de ces éléments, le nombre total d'enfants soldats victimes dans cette affaire peut être estimé à environ 3019 victimes. Cette estimation coïncide étroitement avec l'estimation prudente de 3000 victimes avancée par le Fonds au profit des victimes concernant les victimes directes et indirectes qui ont subi des dommages matériels, psychologiques et souvent physiques, des pertes ou des blessures à la suite de ces crimes. En conséquence, à la lumière de toutes les considérations ci-dessus et en résultant explicitement les incertitudes en faveur de la personne condamnée, la Chambre a estimé que le nombre approximatif de victimes directes et indirectes des crimes contre les enfants soldats dans l'affaire visée aux chefs 6, 9, 14, 15 et 16 du jugement de condamnation s'élèverait à environ 3000 personnes au total. En ce qui concerne le nombre total de victimes potentielles directes et indirectes des attaques, telles que décrit en détail dans la DADOM, la Chambre a évalué les écritures et les preuves et a déterminé qu'elle ne pouvait pas s'appuyer sur les estimations fournies par le représentant légal commun 2 ou les calculs les plus récents fournis par le greffe. Cependant, la Chambre a pris en compte les observations du greffe sur les limites de l'exercice de cartographie préliminaire qui ne prenait pas en compte plus de 70% de la population qui n'était pas revenue. Quant à l'argument de la défense, selon laquelle la meilleure façon de procéder aurait été que la section de participation et réparation des victimes devant la Cour mène un exercice de cartographie détaillé, la Chambre a conclu que les conditions pour mener un tel exercice de cartographie de manière sûre et rapide n'étaient pas réunies. Après avoir évalué les informations et les preuves restantes dans le dossier de l'affaire, la Chambre a conclu que, sur la base de l'exercice préliminaire de cartographie du greffe et des informations fournies par les experts nommés, il y avait suffisamment de bases pour conclure que, au moins au minimum de 3500 victimes directes des attaques pourront être considérées
comme des bénéficiaires potentiels de réparation dans la présente affaire. Afin de parvenir à une conclusion sur le nombre total de victimes directes et indirectes des attaques, la Chambre a pris en compte que les récentes observations du greffe, selon lesquelles les estimations précédentes n'incluaient que les bénéficiaires potentiels qui résidaient ou étaient retournés dans les localités en question. En conséquence, la question a compris que l'estimation précédente du greffe, à savoir 2276 personnes, aurait correspondu à environ 30% des victimes potentielles des attaques. À partir de ce chiffre, la Chambre a calculé que les 70% restants correspondraient à environ 5311 personnes, avec le nombre total de victimes potentielles directes et indirectes des attaques s'élevant selon ce raisonnement à 7587 personnes. La Chambre note que ce calcul coïncide à nouveau étroitement avec l'estimation avancée par le Fonds au profit des victimes d'environ 7500 victimes directes et indirectes ayant subi des dégâts matériels, psychologiques et éventuellement physiques, des pertes ou des blessures à la suite de ces crimes. En conséquence, à la lumière de toutes les considérations ci-dessus et en résolvant explicitement les incertitudes en faveur de la personne condamnée, la Chambre estime que le nombre approximatif de victimes directes et indirectes des attaques dans l'affaire visée au chef 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17 et 18 du jugement de condamnation s'élèverait à environ 7500 personnes au total. F. Calcul de la réparation pécuniaire à l'encontre de M. Ntaganda. Après avoir examiné de manière approfondie et minutieuse les observations présentées tout au long de la procédure de réparation par les parties, les participants et les experts nommés, la Chambre est parvenue aux conclusions suivantes. 1. Montant requis pour réparer le chevauchement des victimes et des préjudices entre les affaires Ntaganda et Lubanga. M. Ntaganda et M. Lubanga sont conjointement et solidairement responsables de la réparation de l'intégralité du préjudice causé aux victimes des crimes pour lesquels ils ont tous deux été condamnés. Ce n'est que dans le cas où l'un d'entre eux paie ou rembourse le fonds au profit des victimes et rembourse le montant requis pour fournir les réparations que la question du recouvrement auprès de l'autre ou des autres coauteurs de leur part proportionnelle se pose. La responsabilité financière totale de M. Lubanga pour les réparations a été fixée à 10 millions de dollars américains. Le nombre final de bénéficiaires jugés éligibles ou admissibles dans l'affaire Lubanga est de 2476 victimes directes et indirectes. Le Fonds au profit des victimes a prévu que les coûts moyens par habitant pour une réhabilitation complète dans l'affaire Lubanga s'élèveraient environ à 4 061 dollars américains, coûts directs et indirects inclus. Compte tenu de ces projections, la réadaptation complète des victimes de crimes contre les enfants soldats estimée à l'affaire Lubanga s'élèverait environ à 9 905 036 dollars américains. La Chambre considère que les projections qui seront faites au cours d'une période de 5 ans
Il s'agira d'un programme où toutes les victimes ne participeront pas. Le calcul moyen pour le fonds au profit des victimes ne requerront pas toutes les réparations pour toutes les victimes ou un impact total, ne tenant pas compte de l'impact total de l'inflation ou de la situation de sécurité et des coûts de la mise en œuvre du service. La Chambre est donc satisfaite que le fait d'avoir établi le montant de responsabilité pour M. Ntaganda concernant toutes les victimes et concernant donc les victimes et les dégâts subis pour les victimes est au total de 10 millions et nous estimons que ceci est juste et équitable et tient compte également du droit des victimes et des personnes condamnées. 2. Montant nécessaire pour réparer pour les réparations des victimes et des enfants soldats. Ayant considéré le nombre approximatif de victimes directes et indirectes pour les crimes commis contre les enfants soldats, il s'agirait d'environ 3000 individus, excluant les victimes Lubanga. Ce groupe représente le groupe de victimes qui serait environ 524 victimes au total. À la suite des préjudices subis, la jurisprudence s'agissant des réparations, de l'ordonnance de réparation pour ce qui est des directs, indirects et directs, de violences sexuelles et de victimes directes et indirectes, conformément, toutes les victimes de ce sous-groupe, en principe, pourraient recevoir un programme de réhabilitation complet qui était projeté étant comme un programme coûtant au total 4 000,61 $ américains s'agissant des coûts directs et indirects. En tenant compte ces projections, la réhabilitation des victimes s'agissant des crimes commis contre les enfants soldats coûterait environ 2 096 320 $ américains. 3. Montant nécessaire pour réparer les préjudices causés aux victimes des attaques. Après avoir évalué les différentes estimations soumises tout au long de la procédure, la Chambre considère que les estimations les plus fiables à ce stade sont les calculs récemment fournis par le Fonds au profit des victimes concernant l'affaire Lubanga, car ils sont basés sur le coût réel d'un programme de réparation conçu pour les victimes de la même région affectées par le même conflit armé. Pour assurer un traitement juste et équitable, toutes les victimes doivent recevoir des services équivalents, même s'ils sont mis en œuvre par des partenaires différents. Ainsi, la Chambre considère juste et approprié d'utiliser les estimations de Lubanga, basées sur le coût réel de la mise en œuvre, comme base pour calculer les coûts approximatifs de réparation des préjudices subis par les victimes des attaques dans l'affaire Ntaganda. La Chambre rappelle qu'elle a conclu que les victimes des attaques s'élèveraient à environ 7 500 personnes au total. La Chambre note en outre que les résultats de l'échantillon évalués par la Chambre fournissent des points de référence fiables pour projeter les calculs des coûts totaux de réparation des différents types de préjudices subis par les victimes des attaques. 1. Coûts nécessaires pour couvrir les mesures visant à fournir des soins mentaux aux victimes des attentats. Les résultats de l'échantillon indiquent que 100% des victimes des attentats
jugés admissibles dans l'échantillon doivent être estimés comme ayant souffert d'un préjudice psychologique. Ce calcul coïncide avec les résultats de la première année de mise en œuvre du programme de réparation dans l'affaire Lubanga, où 100% des bénéficiaires ont reçu des soins mentaux primaires. Ainsi, la Chambre considère que l'on peut estimer sans risque que des pourcentages similaires de victimes des attaques auront besoin de soins mentaux secondaires et spécialisés que ceux requis par les victimes au cours de la première année de mise en œuvre du programme de réparation de Lubanga. À la lumière de ce qui précède, tel que détaillé dans l'addendum, la Chambre estime que le montant total requis pour fournir des soins mentaux aux victimes des attaques dans l'affaire Taganda s'élèverait approximativement à 5 032 898 $. 2. Coûts nécessaires pour couvrir les mesures destinées à la prise en charge physique des victimes des attaques. Les résultats de l'échantillon indiquent que 43,9% des victimes des attaques jugées admissibles doivent être considérées comme ayant souffert des dégâts physiques. Ce calcul est très proche et coïncide presque avec les résultats de la première année de mise en œuvre du programme de réparation dans l'affaire Lubanga, où 41,77% des bénéficiaires ont reçu des soins physiques primaires. Ainsi, la Chambre considère que l'on peut estimer sans risque que des pourcentages similaires de victimes des attaques auront besoin de soins physiques secondaires et spécialisés que ceux requis par les victimes au cours de la première année de mise en œuvre du programme de réparation dans l'affaire Lubanga. À la lumière de ce qui précède, tel que détaillé dans un tableau inclus dans l'addendum, la Chambre estime que le montant total requis pour fournir des soins physiques aux victimes des attaques dans l'affaire Taganda s'élèverait approximativement à 2 780 922 $ américains. 3. Coûts nécessaires pour couvrir les mesures de soutien socio-économique aux victimes des attaques. En ce qui concerne le soutien socio-économique, le Fonds au profit des victimes a fourni des coûts moyens, mais le Fonds n'a pas fourni de statistiques sur le nombre de bénéficiaires qui ont déjà profité de cette composante du programme de réparation basé sur leurs services dans l'affaire Lubanga. Néanmoins, les résultats de l'échantillon fournis à la Chambre avec suffisamment d'informations pour projeter des coûts estimés, en particulier si l'on considère que les résultats de l'échantillon correspondent assez bien aux résultats de la première année de mise en œuvre du programme de réparation dans l'affaire Lubanga en ce qui concerne les préjudices psychologiques et physiques. En ce qui concerne la première composante des mesures de soutien socio-économique quantifiées par le Fonds au profit des victimes, le soutien scolaire, ne disposant pas d'autres paramètres lui permettant d'estimer avec plus de certitude le nombre de bénéficiaires pouvant prétendre à ce soutien, la Chambre a décidé, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, d'estimer aux fins des calculs que toutes les victimes indirectes pourraient vraisemblablement recevoir un soutien scolaire. Notons que, selon les résultats de l'échantillon, 27,6% des victimes des attaques seraient éligibles en tant que victimes indirectes,
La Chambre estime que le même pourcentage aurait probablement besoin d'une aide à la scolarisation. En ce qui concerne la formation professionnelle et les activités génératrices de revenus, la Chambre considère qu'il est juste d'estimer que toutes les victimes ayant subi un préjudice matériel auraient probablement besoin de bénéficier d'une formation professionnelle et d'activités permettant de générer des revenus. En ce qui concerne l'échantillon, 66,5% des victimes des attaques doivent être considérées comme ayant subi un préjudice matériel. La Chambre estime que le même pourcentage de victimes, dans le total estimé de victimes des attaques dans l'affaire Taganda, aurait probablement besoin d'une formation professionnelle et d'activités générant des revenus. À la lumière de ce qui précède, et tel que détaillé dans l'addendum, la Chambre estime que le montant total requis pour fournir un soutien socio-économique aux victimes des attaques dans l'affaire Taganda s'élèverait environ à 11 189 765 $ américains. 4. Montant nécessaire à la réparation du préjudice causé par l'attaque du centre de santé Sayo. Comme décrit ci-dessus, la Chambre a conclu que M. Taganda était responsable de la réparation du préjudice causé par l'attaque du centre de santé de Sayo, qui est estimé, concernant ce préjudice causé au centre et à la communauté dans son ensemble, à un total de 130 000 $ américains. En ce qui concerne les victimes individuelles, les patients, le personnel du centre de santé et les victimes indirectes, la Chambre note qu'elles sont considérées dans l'estimation globale dans environ représentant 7 500 victimes des attaques et aucun autre calcul n'est nécessaire pour ces victimes. 5. Conclusion quant au montant total de la responsabilité de M. Taganda en matière de réparation. À la lumière de ce qui précède, tel que consolidé et détaillé dans l'addendum, la Chambre estime que le montant total requis pour fournir des réparations à toutes les victimes des crimes pour lesquels M. Taganda a été condamné s'élèverait approximativement à 31 229 905 $ américains. La Chambre a examiné tous les paramètres soulignés par le Fonds au profit des victimes lorsqu'elle a projeté le coût basé sur le programme Lubanga et a pris en compte la nécessité de prévoir des coûts supplémentaires dus à l'inflation, l'impact financier de la situation sécuritaire actuelle et les victimes supplémentaires qui pourraient se manifester et être jugées admissibles pour bénéficier des réparations. À la lumière de ce qui précède, la Chambre est convaincue que la fixation du montant de la responsabilité de M. Taganda en matière de réparation est au total de 31 300 000 $ américains et que ceci représente un montant juste, équitable et approprié et que ce montant tient compte des droits des victimes et de ceux de la personne condamnée. G. Mise en œuvre des réparations. Conformément à l'approche de la Chambre dans cette procédure, la Chambre se prononcera à la suite de cet addendum sur tous les aspects du projet de plan de mise en œuvre qui ne nécessitent pas de nouvelles soumissions de la part du Fonds au profit des victimes ou des parties, y compris les aspects procéduraux du mécanisme de détermination d'admissibilité des victimes. Enfin, la Chambre rappelle que la condamnation de M. Taganda est définitive et que sa responsabilité dans la réparation des dommages causés aux victimes de ces crimes ne fait pas l'objet d'aucune discussion.
En tant que telle, la Chambre continuera à s'efforcer de faire avancer cette procédure de réparation de la manière la plus efficace possible, en protégeant les droits de la personne condamnée, tout en veillant à ce que les victimes de ces crimes reçoivent les réparations auxquelles elles ont droit et qu'elles ont attendues depuis plus de 20 ans et sans plus tarder. Pour des raisons qui précèdent, la Chambre, à l'unanimité, émet le présent addendum à l'ordonnance de réparation à l'encontre de M. Taganda, estime que 132 des 171 victimes de l'échantillon ont établi, selon la prépondérance des probabilités, leur éligibilité ou admissibilité en tant que crime, des crimes pour lesquels M. Taganda a été condamné. Constate que 39 des 171 victimes de l'échantillon n'ont pas établi, selon la prépondérance des probabilités, leur admissibilité en tant que victimes des crimes pour lesquels M. Taganda a été condamné. Réaffirme que les victimes qui n'ont pas établi leur admissibilité auront la possibilité de compléter leur dossier et de préciser leur récit au stade de la mise en œuvre. Réaffirme ces conclusions dans l'ordonnance de réparation en ce qui concerne le préjudice transgénérationnel, réaffirme ses conclusions dans l'ordonnance de réparation quant à la responsabilité de M. Taganda de réparer le préjudice causé par l'attaque du centre de santé Sayo, qui est estimé, en ce qui concerne le préjudice causé au centre et à la communauté, pour un total de 130 000 $ américains. Conclut qu'aucune présomption d'atteinte à l'intégrité physique ne doit être appliquée aux victimes des chefs d'accusation 3, attaque contre la population civile, chef 11, pillage, chef 17, attaque contre des biens protégés et chef 18, destruction de biens. Conclut que la présomption de préjudice physique pour toutes les victimes de transferts et déplacements forcés, chef 12 et 13, et de persécution, chef 10, par les actes sous-jacents de transfert et déplacements forcés doit être maintenu. Estime que le nombre approximatif de victimes directes et indirectes des crimes contre les enfants soldats, tels que mentionnés dans les chefs d'accusation 6, 9, 14, 15 et 16 du jugement de condamnation, s'élèverait à environ 3000 personnes au total. Réitère sa demande d'assistance à la présidence avec le soutien du greffe tel qu'il est indiqué au chef d'accusation 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17 et 18 du jugement de condamnation au montant d'environ 7 500 personnes au total. Estime la responsabilité de M. Taganda pour une réparation de 31 300 000 $, réitère sa demande d'assistance à la présidence avec le soutien du greffe pour continuer à rechercher si M. Taganda possède des avoirs non découverts et pour surveiller en performance la situation financière de M. Taganda de manière continue. Cela conclut le résumé de la Chambre et l'audience d'aujourd'hui. La Chambre souhaite remercier les interprètes, les sténotypistes et tous les autres membres du personnel du greffe pour avoir facilité cette audience. L'audience est levée.
Note de l'interprète, il s'agissait de réparations au montant de 31 300 000 $ américains.